Les élections municipales gatinoises au matin d'ici. Voici Mélanie Boissonneau. 7h42, l'élection à la mairie de Gatineau va avoir lieu le 9 juin prochain. Pour vous permettre, auditeurs, auditrices, de faire un choix éclairé le jour du scrutin, on vous propose cette semaine une longue entrevue avec chacun des candidats tous les matins, donc à 7h40 ou à peu près. Jusqu'à maintenant, on a reçu Mathieu Saint-Jean, Stéphane Bisson et la troisième à avoir déposé sa candidature, c'était Maude Marquis-Bissonnette, chef d'Action Gatineau. Elle est en studio avec nous. Madame Marquis-Bissonnette, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de passer du temps avec moi ce matin. C'est un réel plaisir parce qu'on avait vraiment envie de creuser vos idées, votre vision. Je rappelle quand même que lors des élections municipales de 2021, vous étiez là, chef du parti Action Gatineau. Vous avez terminé deuxième, 38 % des suffrages contre 43 pour l'ex-mairesse France Bellil. Après la défaite, vous avez quitté la politique municipale. Vous êtes devenue professeure adjointe en gestion municipale à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique, ici, au campus de l'Outaouais. J'ajouterais que jusqu'à tout récemment, vous étiez aussi une de nos analystes politiques dans notre panel Capitale nationale. Ça, c'est au Téléjournal. Et la première question, donc, pourquoi revenir en politique? Parce que j'aime ma ville, parce qu'il y a des belles choses à Gatineau, il y a du bon monde, il y a des projets. J'ai envie de travailler pour réaliser le potentiel de Gatineau, de saisir les opportunités. Il y a des occasions. On a une belle ville, mais on veut en faire plus. Puis vous savez, le succès d'une campagne électorale, ça se mesure pas juste au résultat électoral. Puis à mon résultat électoral en particulier, il y a eu 8 élus d'Action Gatineau qui siègent maintenant au conseil municipal depuis les dernières élections. Les gens ont continué de m'en parler. Mais vous aviez bien raison, j'avais un autre chemin de tracer. Je n'étais pas du tout à plaindre, mais j'ai envie de faire avancer les choses. J'ai toujours été une citoyenne engagée. Récemment, en fait, je suis encore au conseil d'administration du centre. En fait, je suis vice-présidente du centre de pédiatrie sociale de Gatineau. J'ai passé plusieurs années au conseil d'administration de l'accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais, la FIO. J'ai donné un coup de pouce à Accueil Parrainage Outaouais dans les dernières années. Je suis à l'école de mon fils au conseil d'établissement, maman engagée. Donc, j'ai envie de faire ma part des choses, simplement. Mm-hmm. Vous êtes, selon le seul sondage paru jusqu'à maintenant, commandé par le 104.7 Outaouais, en avance, mais c'était aussi le cas dans la dernière campagne électorale. Et la dernière fois, au moment d'officialiser votre candidature, vous m'aviez dit à ce micro, je veux être plus près des gens, je veux être sur le terrain. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous êtes satisfaite de la campagne que vous menez? Ah oui, vraiment. Puis c'est vrai que je fais plus de terrain, c'est vrai que je suis plus présente un petit peu partout. Ça veut dire peut-être des fois prendre moins de temps pour se préparer au débat, aux entrevues même, mais bon, à un moment donné, il y a l'expérience qui rentre. Je pense qu'une autre chose que je fais différente dans cette campagne électorale-là, c'est que la dernière fois, quand je me faisais attaquer dans la campagne, bon, ça fait partie du débat électoral, j'avais pas le réflexe de répondre. Je me disais, je fais confiance à l'intelligence des gens de voir la différence, mais maintenant, je réponds. Je pense que les gens ont envie de voir que je suis combative, que je vais les défendre si je suis élue comme mairesse de Gatineau. Donc, je suis pas celle qui attaque, jamais. Je mène une campagne d'idées, je mène une campagne positive parce que des idées, on en a plein, puis on est là pour la ville. Donc, c'est ça qu'il faut faire valoir. Mais quand je me fais attaquer, je réponds. Et quand vous dites « on », évidemment, c'est le parti Action Gatineau. Oui. Et ça, il y en a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on vous en parle pendant votre campagne, mais est-ce que ça n'a pas nui au bon fonctionnement du conseil, à la bonne, finalement, comment on a mené les affaires de la ville face à une mairesse indépendante? S'il n'y avait pas cette machine Action Gatineau derrière vous, est-ce que vous auriez le sentiment d'être assez outillé pour faire campagne de façon indépendante? C'est une excellente question. Puis oui, on m'en parle sur le terrain. Il y a plusieurs aspects à votre question. La première, c'est qu'Action Gatineau, c'est un moteur d'avancement, c'est un vecteur d'avancement pour des meilleures décisions au conseil municipal. C'est des gens qui font des propositions. Quand ils sont pas d'accord, ils proposent autre chose. Ils proposent d'améliorer les projets. Puis moi, c'est comme ça que je veux travailler parce que la politique municipale, c'est la politique de coalition. Il faut travailler avec tout le monde. Il faut faire avancer les choses. Puis vous savez, je pense qu'une leçon qu'on pose peut-être du départ de la mairesse démissionnaire, c'est que être tout seul comme maire ou mairesse, c'est pas facile. Être maire ou mairesse, c'est pas facile, c'est pas un job facile. Puis si on regarde au Québec en ce moment, 10 % des élus municipaux qui ont démissionné, le force est de constater, puis d'ailleurs, la mairesse l'avait dit là, avant de démissionner, que si elle se représentait, elle le ferait en équipe. C'est plus facile en équipe, c'est certain. Puis
c'est bon pour tout le monde parce que, vous savez, les villes, les responsabilités ont augmenté. Les villes sont au front en matière de logement, en matière d'itinérance, en matière de développement économique, de relance du centre-ville, en matière d'immigration. Je pourrais continuer longtemps. Puis à un moment donné, il faut se partager les dossiers. Il faut dire, OK, si toi, tu as telle force de faire avancer le dossier de l'itinérance, c'est parfait. Moi, je vais travailler sur autre chose. Puis c'est comme ça qu'on va plus loin. On a des grands défis. Ça prend la force d'une équipe pour avancer. Moi, ça, j'en suis absolument convaincue. Et j'en déduis que quand Edmond Leclerc ou Stephen Boivin, deux conseillers qui pensent à former un parti, vous seriez, somme toute, une supporter d'une pareille idée. On a posé la question à tous les candidats. Oui. Si vous remportez cette élection, est-ce que vous avez des conflits d'intérêts à déclarer et si oui, lesquels? Non, j'ai pas de conflit d'intérêt. C'est-à-dire que moi, comme la majorité des gens, la seule chose que je possède, c'est ma maison. Donc, pas de conflit d'intérêt. D'accord. Vous avez quand même dit que votre conjoint avait des entreprises qui font affaire avec la ville. Vous étiez prête à déclarer le tout, là, comme on le fait d'habitude à chaque année, là, chaque élu qui a à s'avancer sur de possibles conflits d'intérêts. Oui, c'est ça. En fait, c'est toujours le principe de précaution puis de prudence. Là. Ce qui est attendu, c'est que les élus fassent des déclarations de conflit d'intérêts quand c'est le cas ou d'apparence de conflit d'intérêts. Puis quand il y a des doutes, on consulte les avocats. Donc, je me prévaudrai toujours de ce principe de précaution puis de prudence. On en a parlé, je pense, parce que Yves Ducharme va aussi se prêter à l'exercice du grand entretien. Ses liens avec Brigil sont évidents parce qu'il a quitté Brigil il y a quelques semaines après. Quand vous parlez de votre conjoint, ce serait quel type d'affaires ou quel type de conflit là, qui serait, par exemple, à déclarer? C'est-à-dire que moi, j'ai aucun intérêt financier là, d'aucune façon là-dedans, mais lui est impliqué dans un certain nombre d'organisations, notamment des événements au centre-ville de Gatineau. Je passe à vos priorités parce que vous avez dit, si je suis élue mairesse, dans l'ordre, logement, ensuite environnement et ensuite contrôle des dépenses. Et j'ai pas vu le tramway alors que vous vous étiez présenté comme la guerrière du tramway. La formule était de vous à l'époque. Oui. Pourquoi? Puis justement, quelle est votre position là, sur le fameux projet du tramway? Vous l'avez dit. Donc, évidemment, je suis favorable au tramway. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui démontrent bien les besoins, qui démontrent qu'on est en train de s'auto-congestionner avec les voitures dans l'Ouest, avec les autobus même. Puis vous savez, c'est un projet qui est bon pour tout le monde parce qu'à partir du moment où on a un tramway dans l'ouest de la ville, on est capable de libérer des autobus pour ajouter de la fréquence sur les lignes, notamment dans l'est de la ville. Et le tramway, c'est pour moi la solution, c'est clair. Là. Ceci dit, à court terme, on a des gestes à poser. Moi, dès 2025, je veux augmenter l'offre de service de la STO. Je veux augmenter 2025, des lignes. Pour ceux qui prennent l'autobus, c'est quand même loin. Oui, mais en fait, en termes de levier municipal, ça veut dire qu'il faut que la ville fasse le choix de financer davantage la STO. Et ça, c'est à partir du prochain budget qui va être négocié en novembre et donc pour de l'amélioration de services à partir de janvier 2025. Donc, c'est en réalité difficile d'aller plus vite que ça, puis on vous mentirait de vous dire le contraire, puis moi, je fais pas des affaires de même. Donc oui, dès 2025, il faut augmenter les lignes, augmenter la fréquence. La STO a comme projet de faire 6 corridors à haute fréquence. Rapibus en fait partie, évidemment, mais sur le chemin d'Elmer, sur le boulevard du Plateau, il y a un certain nombre de projets comme ça auxquels moi, j'adhère. Donc, dès maintenant, il faut augmenter l'offre de services de la STO. On a vu là, les gens, avec la pandémie, délaisser le transport en commun. On voit que la STO a vraiment augmenté son achalandage. Et vous savez, c'est ça, le transport en commun, c'est pas tout le monde qui peut le prendre tout le temps, mais c'est bon pour tout le monde parce que quand les gens montent dans l'autobus, on désengorge la ville. Mm-hmm. Et toujours pour aider la STO, pour ou contre l'imposition là, de cette taxe sur l'immatriculation? Vous savez, moi, je me rallie au vaste consensus du conseil municipal sur la question. Évidemment, c'est pas super vendeur comme question, mais si on demande aux gens, voulez-vous augmenter l'offre de service de la STO? Moi, je pense que là, la réponse est bien différente. Moi, je mets 3 conditions de l'avant pour aller de l'avant avec ce que le conseil a choisi. Donc, 3 conditions incontournables. La première, c'est que ça prend une augmentation de service dès 2025. J'en parlais il y a quelques instants. Si on demande aux Gatinois de faire un effort de plus, il faut qu'on améliore l'offre. L'autre chose, c'est qu'il faut s'attaquer au problème de l'évasion fiscale. Les fameuses plaques ontariennes au Québec, c'est un principe d'équité. Là. Il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Donc, je veux travailler là, avec le SPVG, mais aussi le gouvernement du Québec, évidemment, à qui il faut qu'on propose des solutions pour que ça aille de l'avant. Puis la troisième condition, c'est évidemment une gestion serrée, une reddition de comptes serrée à la STO. Il faut qu'on fasse la preuve annuellement qu'on fait tout mais ce qu'on peut. Mais pas nécessairement une taxe, donc, comme on est en train de l'envisager, là, c'est-à-dire de rajouter pour tous ceux qui sont conducteurs automobiles un frais supplémentaire, 30, 60 $, 90 $ peut-être sur leur compte
pour financer la STO. Non, c'est-à-dire que la décision a déjà été prise. Donc, si Et on vous revenez recule... pas? Non, moi, je ne reviens pas sur cette décision-là. Puis si on revient sur cette décision-là, ça va nous coûter de l'argent. Donc, ça, c'est pour moi de la mauvaise gestion. Non, on va de l'avant avec ça. Puis vous savez, l'objectif, c'est aussi de diminuer la pression sur la taxe foncière puis d'aller chercher d'autres revenus. C'en est une. Les maires, à travers l'histoire, ont milité pour la capacité de moduler la taxe sur l'immatriculation. Moi, j'ai d'autres idées, notamment la redevance de développement, qui nous aurait permis, depuis 2021, de prendre 50 millions de dollars pour l'investir dans les infrastructures de base, ce qui est extrêmement important aussi. Mais voilà, d'autres mesures pour la diversification des revenus. En même temps, il y avait des points d'interrogation sur la redevance parce que la loi, techniquement, permet peut-être pas l'adéquation entre une redevance sur le développement puis ce que ça peut servir. En tout cas, il y a des points d'interrogation qui ont été soulevés. Bien, il y a une trentaine de villes au Québec en ce moment qui ont instauré des redevances de développement. La loi a été changée. Juste ici, à Ottawa, il y a des redevances de développement. Aujourd'hui, c'est une commune mesure là, dans le milieu de la construction. Puis Gatineau, qui croît tellement rapidement, je pense, ne peut pas se passer de cet outil-là. Et parlant de construction et de Oui. logement, parmi les pistes que vous avez soumises, vous avez dit convaincre les promoteurs de réduire, en fait, les pistes qui sont évoquées, pas nécessairement que vous avez dites, mais les promoteurs, réduire sa marge de profit, avoir plus de mixité, plus de logements sociaux. C'est souvent ce qu'on dit. On pointe du doigt, on se dit les promoteurs devraient aller dans ce sens-là. On voit aussi que dans la densification, la hauteur des tours, par exemple, on n'a pas toujours des citoyens qui sont prêts à aller jusque-là. Comment on fait pour gérer ça, pour gérer la question du logement, la crise du logement à Gatineau? Bien, à Gatineau, la crise est grave et moi, ce que je constate, c'est que les solutions tardent à arriver. Quand je regarde ce qui se passe ailleurs au Québec, puis comme prof en gestion municipale, c'est ce que je fais aussi, je vois des villes qui mettent en place des solutions concrètes pour y arriver, des projets innovants qui vont chercher des subventions. Puis je veux travailler pour que ça arrive aussi à Gatineau. Le développement s'est accéléré. Pourtant, la crise du logement continue de s'aggraver. Donc, il faut changer d'approche. Ça ressemblerait à quoi concrètement? Bien, c'est ça. T'sais, on a beaucoup attendu après le marché privé. Là. Puis évidemment, le marché privé est un joueur extrêmement important dans régler la crise du logement. Mais on peut mettre en place un certain nombre d'incitatifs pour faire en sorte que, oui, il y a des unités de logement, mais il y a des unités de logement pour tout le monde, y compris du logement abordable et du logement social, puis notamment lié à la question de l'itinérance. Une solution vraiment à l'avant-garde que j'ai proposée, c'est celui du zonage incitatif. C'est quoi le zonage incitatif? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça veut dire qu'on identifie certaines zones dans la ville où on est prêt à aller plus haut. Évidemment, ça veut dire pas les quartiers résidentiels. Mais par exemple, à proximité du Rapibus, où on a des espaces qui sont voués au redéveloppement, bien, de dire si le zonage en ce moment, il est, je sais pas, à 8 étages, bien, peut-être qu'on peut dire, OK, promoteur, vous pouvez aller à 10 étages, mais en échange, on veut du logement abordable ou on veut du logement social ou on veut plus d'espace vert, par exemple. Donc, ça devient gagnant-gagnant. C'est une façon d'encadrer le marché puis d'être capable d'en faire plus pour tout le monde. C'est une des solutions que j'amène. Oui, il y a une perception des fois que vous êtes la candidate de Hull-Elmer. Au moment de confirmer votre candidature, on sentait que vous étiez davantage sur le terrain. Ça semblait être un objectif. Comment on fait pour être la mairesse de tous? Bien, en fait, il faut rester à l'écoute. Moi, je passe énormément de temps dans l'est de Gatineau ces jours-ci. J'étais à Buckingham jusqu'à tard hier soir. Il faut être à l'écoute des gens. Puis c'est une question de leadership. Il faut être présent, il faut être prêt à entendre les gens. Puis après ça, on porte ça au conseil municipal. Puis l'autre chose, c'est travailler avec les élus du secteur. Moi, je veux travailler avec tout le monde. Les élus autour de la table du conseil, je les connais. Pour la plupart, j'ai déjà travaillé avec eux. J'ai déjà tendu la main à tout le monde. Ils ont une expertise de leur quartier. Ils ont une légitimité d'être là. Ils ont été élus par la population des différents secteurs. Puis c'est comme ça qu'on va avancer. Quand vous dites être à l'écoute des gens, un auditeur nous a soumis une question vraiment de base, disait « Je paye cher mes taxes, est-ce qu'on pourrait pas mieux gérer le ramassage des ordures? » Il dit « J'ai un bébé, les couches remplissent rapidement ma poubelle. Il vous tient responsable du système actuel de collecte des déchets. » Vous lui répondez quoi? Bien, moi, j'avais rendu le compost obligatoire à Gatineau. On avait effectivement diminué la taille des déchets, la taille des poubelles. Puis je pense que ça a donné de très beaux résultats. Aujourd'hui, et pour la 4e année consécutive, Gatineau est la ville qui produit le moins de déchets par habitant. Et je pense... Donc, mission accomplie, mais pour un papa qui a beaucoup de couches à gérer. Bien, je comprends tout à fait. Puis je suis très sensible à ça. Puis à l'époque, on avait même essayé de moduler en fonction des ménages. Donc, en disant, entre autres, des gens qui ont soit des enfants
enfants, plusieurs enfants aux couches, parce qu'effectivement, les couches, c'est un défi, ou même des gens qui ont des enfants adultes, mais qui sont aux couches pour des problèmes de santé de différentes natures, puis la loi nous permet peut-être pas d'en faire ça, de faire cette modulation, ce qui est bien dommage, puis ce qui rappelle un peu le carcan municipal dans lequel on est. Mais je pense qu'il y a une façon de faire les choses. Tu sais, avec ce projet-là de règlement, ça avait été difficile au début. Puis après ça, on est revenu, on a consulté, on a amélioré des choses. Puis je pense que, somme toute, les gens ont adhéré à ces mesures-là. Bien sûr qu'on est toujours capable de faire mieux. Puis bien sûr qu'on veut toujours faire mieux. On peut toujours s'améliorer. Mais donc, je dis à ce papa d'attendre puis de voir ce que vous ferez. En terminant, petit mandat, parce que, évidemment, Ouais. les élections municipales vont revenir. Est-ce que vous restez en poste si vous êtes élu ou est-ce que c'est vraiment pour gérer cette espèce de fin de mandat? Ah non, non, si je suis élue le 9 juin prochain, les gens peuvent s'attendre à revoir mes pancartes à l'automne 2025. Non, non, tout à fait. Puis il y a un certain nombre de choses qu'on peut enligner, des dossiers qu'on peut régler rapidement en travaillant avec tout le monde autour de la table du conseil. Puis moi, je suis efficace dès le jour 1. Là, dès le 10 juin, je suis capable de faire le travail. Je connais l'administration municipale, je connais les dossiers, je connais les enjeux, je connais les élus municipaux. Mais évidemment, il y a un certain nombre de chantiers qu'on veut mettre en place. Non, non, on ne veut pas rechanger de maire dans un an et D'accord. demi. Il faut construire puis il faut avancer. Vous êtes là pour le long terme, je l'ai Oui. bien compris. Maude Merci. Marquis-Bissonnette, merci. Merci beaucoup à vous de votre attention ce matin. Je rappelle que vous êtes chef d'Action Gatineau et candidate à la mairie de Gatineau. On vous souhaite une bonne fin de campagne. Mario, congestion inhabituelle sur le boulevard